Ce que vous êtes en train de voir, c'est un mec qui vient littéralement de gagner 3200$ en jouant à un jeu, en tuant un monstre horrible. Ou encore ici, un gars qui est tout simplement en train de faire du crafting dans un jeu, et il vient de gagner littéralement 51 000$ en jouant à ce jeu. Ce jeu, c'est Entropia Universe. Dans cette vidéo, je vais te parler d'Entropia Universe, mais je vais aussi te parler d'une expérience personnelle, et pour le coup, on verra ça en deuxième partie de vidéo, mais pour l'instant, autant que je te présente, c'est quoi Entropia ? Et surtout, pourquoi ce jeu a défini et changé la personne que je suis aujourd'hui, en tout cas au niveau du contenu que je vous présente sur internet. Entropia Universe, vous n'en avez certainement jamais entendu parler, mais ce n'est pas surprenant. Ça n'a rien d'un blockbuster, il ne fait ni la une de Twitch, ni la une de YouTube, pourtant à une époque celui-ci faisait la une des médias, mais pour ça on va revenir dessus un peu tout à l'heure. Entropia, c'est un monde virtuel à économie réelle. On n'entend pas souvent ce genre de dénomination puisqu'on a plutôt l'habitude d'entendre parler des play to earn, des play to win ou tout simplement des jeux avec un système d'NFT. Sauf que là en fait ça n'a rien à voir avec tout ça. Le jeu a été développé par une société suédoise qui s'appelle Mindark et le jeu existe depuis 2003 les gars. Je sais pas si vous voyez mais on a des images qui finalement ne payent pas de mine pour un jeu quand même qui a plus de 2 décennies. Ce jeu est même probablement plus vieux que certains d'entre vous. Il est sur un modèle de jeu de type MMORPG, c'est-à-dire les jeux multijoueurs en ligne, et vous incarnez un personnage dans un monde divisé en plusieurs planètes théoriques de science-fiction, d'horreur, de fantasy, et j'en passe. Sur ce jeu, vous pouvez chasser, miner, fabriquer, vendre, acheter, pratiquement tout, et pour certains d'entre vous, ça vous rappellera un jeu qui s'appelait Second Life. Et là-dessus, on se dit que c'est un jeu classique, même si là-dessus, on se rend compte quand même qu'il y a peut-être moyen de se faire quelques pépettes, mais pourtant, ce jeu n'a rien d'un jeu classique, puisqu'il faut savoir que les jeux de l'époque, surtout les jeux des années 2000, la mécanique de jeu et l'approche d'un jeu surtout à économie réelle, dit qu'il faut quand même que je vous explique comment fonctionne le système de monnaie dans ce jeu. La monnaie dans ce jeu s'appelle donc le PED, le Project Entropa $, mais on va l'appeler tout simplement PED, P-E-D. Il faut savoir que 10 PED valent $1. Donc 10 PED, et sur toutes les vidéos que je vais vous montrer, dès lors que vous voyez un nombre de PED qui s'affiche, il faudra simplement retirer une unité pour avoir un équivalent en dollars. Il n'y a pas de système d'abonnement dans le jeu puisque ça n'existait pas à l'époque, mais par contre vous pouvez faire des dépôts ou des retraits. Et par retrait, on s'approche déjà sur quelque chose qui nous intéresse. Et c'est là que ça devient littéralement absurde dans ce jeu, puisque littéralement tout ce que vous allez faire vous coûtera des PED. Littéralement tout. Et quand je dis tout, que ça soit l'achat, la vente, tuer un monstre, réparer son stuff, voyager, rajouter de l'essence dans son véhicule, en fait pratiquement tout ce qu'il y a dans le jeu, et franchement la liste serait extrêmement longue, a un certain coût. Alors le coût n'est pas forcément sur le dos de tous les joueurs, mais on va y revenir. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la complexité du jeu ne se base plus maintenant sur vos connaissances théoriques de comment il fonctionne, mais principalement sur comment vous allez gérer votre portefeuille. Mindark, la société qui est derrière cette entreprise, je ne sais pas si vous le saviez, mais en réalité, c'est une banque. Littéralement, c'est une banque. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une banque qui s'avère être une société de jeux vidéo ? Alors pour le coup, la raison pour laquelle c'est une banque, c'est tout simplement parce que, comme ils doivent gérer des flux monétaires, automatiquement ils doivent avoir une certaine accréditation, et de par cette accréditation et aussi de la nature de leur activité sur le jeu, puisqu'on va se rendre compte que rapidement ce jeu est littéralement un casino, ils doivent avoir une certification bancaire, ce qui les classifie en tant que banque. Lorsque vous jouez au jeu, par exemple, vous allez sortir avec un équipement, et dans cet équipement, la valeur totale de celui-ci sera par exemple de 5 PED, c'est-à-dire de 50 centimes. Mais juste avec 5 PED, et probablement une demi-heure de jeu, dépendamment de votre stuff, de votre avancée et autres, il se peut que vous pouvez revenir littéralement avec 50 PED. Donc j'ai dépensé 50 centimes pour pouvoir faire une chasse, c'est-à-dire tous les coûts que je vais avoir par exemple en munitions, en réparation et autres déplacements. Mais comme j'ai tué des monstres en fait qui m'ont rapporté aussi du stuff, voire des choses que je peux vendre à d'autres joueurs, je me retrouve avec une plus-value de x10, de x50, de fois autre. Et c'est là en fait l'essence même d'Entropia, c'est que tout ce que vous allez faire en fait a un coût, mais aussi il peut avoir potentiellement la possibilité de vous rapporter beaucoup. Et l'art dans ce jeu n'est pas finalement de simplement savoir quels sont les meilleurs monstres à tuer ou autres, mais c'est de savoir comment je vais gérer au mieux ma thune. En plus, dans tout ça, il faut savoir que Mindark, donc les développeurs du jeu, ils prennent une commission sur pratiquement tout.
C'est-à-dire que même si finalement j'ai vendu quelque chose à un joueur, eux vont prendre leur petite commission pour être sûr de toujours avoir un edge sur les joueurs. Enfin, pour ceux qui ont joué au casino, vous connaissez déjà un petit peu le système de hedge de la maison. Ce système a donné naissance à une véritable économie parallèle. Des joueurs spéculent sur les ressources virtuelles, d'autres achètent des territoires entiers pour en tirer des revenus passifs, et pour cela je reviendrai là-dessus puisque concrètement vous pouvez littéralement devenir investisseur sur ce jeu. Quasiment 2 ans après la sortie du jeu, en 2005, il y a un joueur qui a acheté la station Never Die. Alors la station Never Die, c'est simplement une station spatiale qui se trouvait quelque part dans le jeu, enfin dans l'espace quoi, pour littéralement 100 000 $. Et à ce moment-là, on était déjà son record, on était sur le record de l'achat de l'objet virtuel le plus cher. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en 2009, sachant qu'après avoir acheté cette station, il a généré des contenus, puisque les joueurs allaient sur sa station, et quand tu possèdes une station ou une partie de planète ou n'importe quoi en tant que propriétaire sur le jeu, autant que Mindark, toi aussi tu as le droit de pouvoir toucher des commissions, voire des taxes. Je vous donne un exemple, si finalement par exemple je vais sur une planète quelconque parce qu'il y a des moutons de l'espace qui se trouvent là-bas et que j'ai besoin de moutons de l'espace pour crafter mon stuff, chaque mouton de l'espace que je vais tuer va me lâcher des maths, et sur ces maths, une petite partie va revenir au propriétaire de cette planète ou de cette propriété. Mais cela dit, ce joueur, d'ailleurs du nom de Never Die, il a revendu pour un nouveau record du monde de 635 000 $. Alors pourquoi il a réussi à le revendre aussi cher? C'est tout simplement parce que lorsqu'il le possédait, on se rendait déjà compte en fait que sa station spatiale était rentable, puisque beaucoup de joueurs déjà allaient dessus pour aller faire des activités quelconques, mais surtout, il avait déjà amorti pratiquement en fait son investissement. Si tu mets 100 000 $ sur la table et que tous les mois tu récupères l'équivalent de 18 000 $, autant te dire que tu es sur un investissement sacrément rentable. De toute façon, tout ça, ce n'était pas un cas isolé parce qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont acheté d'autres planètes littéralement entières, cette fois-ci pour plusieurs centaines de milliers de dollars, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut savoir que pour les plus vieux d'entre vous, par exemple les jeux de type O-Game ou encore EVE Online, ce sont des jeux en fait avec un écosystème extrêmement détaillé, extrêmement deep. Et Entropia, c'est la même chose. Mais de toute façon, comme je vous ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous expliquer réellement comment on joue au jeu, parce que pour ça, il faudrait littéralement que je fasse une série. Et je suis pas là pour ça, je suis juste là pour vous raconter une histoire. Au détour d'une vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps, je suis tombé sur ce commentaire. Et ce commentaire m'a fait froid dans le dos, puisqu'il m'a rappelé une période de ma vie. Et en parlant d'histoire, passons sur la mienne. Ce que tu ne savais pas à mon sujet, c'est qu'avant que je fasse des vidéos sur YouTube, auparavant, j'étais streamer. Alors je streamais un jeu qui s'appelait Summoner's War, pendant pratiquement 5 ans sur Twitch, à l'époque où est-ce que sur Twitch on ne pouvait pas gagner énormément d'argent non plus, ça tournait plutôt aux alentours d'une 50aine d'euros par semaine, et j'ai joué à ce jeu pendant littéralement 3 ans, à savoir que sur ce jeu, certains noms comme Jiraya ou même Sheizus sont des personnalités toujours connues sur YouTube, mais c'est des personnes que j'ai rencontrées en vrai puisque nous jouions à cette époque au même jeu. Même si je ne faisais partie d'aucune structure, j'avais quand même un certain niveau et une certaine réputation, puisque mes streams oscillaient entre 100 et 600 viewers. Oui, entre 100 et 600 viewers, sache que à l'époque, c'est-à-dire on parle de 2015, c'était déjà un exploit. Et franchement, si je savais, j'aurais pas quitté le streaming. Et d'ailleurs sur Summoner's War, j'en ai pas mal des histoires à raconter, mais peut-être pour une autre vidéo, en tout cas si ce format te satisfait. J'y comprenais rien, et il faut savoir que quand tu ne comprends rien d'un jeu, à ce moment-là, le meilleur moyen lorsque tu es une personne influente, c'est de te mettre en live, et que les personnes qui ont l'habitude de regarder ce genre de live allaient rejoindre donc mon live, et ensuite m'aiguiller. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur une personne en particulier. Alors pour le coup, je suis vraiment navré, mais je vais devoir par contre censurer son nom, puisque là on va rentrer dans la mafia. Est-ce que je devrais censurer ça d'ailleurs ? Pour la faire courte, je commence le jeu, j'y comprends pas grand chose, et il y a des joueurs qui rejoignent mon stream, et un mec qu'on va appeler Pierre, qui est français, et qui se propose de pouvoir m'expliquer in-game comment fonctionne le b.a.-ba du jeu. Évidemment, dans cet accompagnement, je finis par prendre son Discord pour pouvoir continuer à parler avec lui en dehors des streams, pour qu'il puisse continuer à m'expliquer un peu plus profondément comment fonctionne le jeu. Mais avant cela, le jour de mon arrivée, il y a énormément de personnes qui étaient venues me rejoindre sur la planète Calypso, c'est-à-dire la planète de départ. Et sur cette planète, j'ai eu droit au meilleur départ que quelqu'un puisse avoir sur le jeu, puisque je n'ai jamais eu à mettre le moindre centime dans Entropia. Puisque, étant donné que tu es un nouveau joueur et que le jeu n'est clairement pas là pour pouvoir t'aider pour le début de jeu, puisque le jeu ne te propose pratiquement rien pour pouvoir commencer, mis à part quelques peds et une petite arme de débutant pour pouvoir tenir littéralement les 15, 20, allez on va dire 30 premières minutes avant que tu sois obligé de mettre la main à la poche, et d'acheter un petit pack pour pouvoir survivre, j'ai bénéficié de plusieurs dons de
pas mal de viewers généreux à coup de petites armes par-ci, petit équipement par-là, etc. Mais la chose la plus lucrative que j'ai pu obtenir, c'est de la part de Pierre. C'est-à-dire qu'avec lui, j'ai pu obtenir un mentorat. Et le mentorat, c'est le fait qu'un joueur bien plus expérimenté va t'accompagner pour pouvoir t'expliquer toutes les facettes du jeu, notamment en passant par le kill, le training, etc., le gathering, tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Mais il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est que lui, en l'occurrence pour lui, une fois que je suis devenu sa PUTE, littéralement, tu entraînes et tu fais découvrir toutes les facettes du jeu à un nouveau joueur, et en contrepartie, ça t'augmente une petite barre d'XP en tant que professeur, et à la fin de cette période de mentorat, tu vas gagner quelque chose qui a probablement de la valeur. En l'occurrence, pour lui, je me souviens qu'il n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi, en tout cas, tout ce qu'il m'a donné et tout ce qu'il m'a appris et tout le temps que j'ai passé avec lui, c'était littéralement priceless. Et c'est ce qui aussi a fait que je suis devenu sa PUTE et que c'était donc mon sugar daddy. On va l'appeler mon sugar daddy, tiens. Puisqu'effectivement, en fait, de par cette grande générosité, je me rendais pas compte, en fait, que j'étais en train de jouer avec un des plus grands joueurs français, si ce n'est pas le plus grand joueur français, sauf que personne ne savait qu'il était français puisque tout le monde parle anglais sur ce jeu. La particularité de mon sugar daddy, c'est qu'il a tellement joué au jeu depuis tellement longtemps que son système de stats, qui d'ailleurs au passage est infini, c'est-à-dire que vous avez un arbre de compétences qui est, pour le dire clairement, en fait, personne n'a jamais réussi à atteindre le niveau maximum, il n'y a probablement pas de niveau maximum, et les bénéfices de chacun d'entre eux restent assez flous sur la majorité. Mais le mec, il est tellement en avance sur le jeu, qu'il a réussi à faire main basse sur l'un des seuls trucs plus ou moins gratuits qu'il y a dans le jeu, c'est de ramasser de l'huile. En effet, en fait, sur la planète, il y avait une zone dans laquelle, entre 2 à 5 minutes, il pouvait y avoir un baril d'huile qui va jaillir d'une foreuse, et n'importe qui peut le prendre. Sauf que ce baril d'huile, à lui seul, représentait, en tout cas à l'époque, l'équivalent d'1$. Donc imagine que toutes les 2 à 5 minutes, tu peux récupérer $1. Tous les joueurs pouvaient essayer de récupérer de manière aléatoire dans cette zone les fameux barils, sauf que c'est aussi une zone PVP. Et en tant que zone PVP, tu peux donc tuer les autres joueurs. Et la particularité du système PVP dans le jeu, c'est que je vous ai dit que tout coûte de l'argent. Et en l'occurrence, si tout coûte de l'argent, ça veut dire que les dégâts que tu vas te prendre en PVP vont te coûter de l'argent pour la réparation de ton stuff. Les balles que tu vas tirer pour tuer un autre joueur va te coûter aussi de l'argent. Alors pour le coup, ça représente quelques fractions de centimes, voire quelques euros dans certains cas, mais rapidement tu te rends compte que si tu vas dans une zone dans laquelle tout le monde peut te tuer, tu y vas à poil, comme ça si tu meurs, tu n'as aucun dégât sur ton armure, mais si tu y vas à poil, tu meurs en un coup. Et le problème en fait, c'est que rapidement, ce mec avait tellement d'avance et certainement tellement de sous, que ça valait même plus le coup en fait de pouvoir le contester, puisque venir et faire du PVP contre lui, c'était l'assurance en fait que tu allais perdre indirectement des sous. Donc rapidement, au bout de quelques semaines, une alliance se forme. C'est-à-dire que une partie du serveur se rend compte qu'ils ne peuvent pas tuer Pierre, donc autant le joindre. Et c'est là que ce mec, il a créé un truc, c'est-à-dire, il a fait en sorte que des gens puissent bosser pour lui. En gros, lorsqu'il n'est pas connecté, tout le monde peut venir se servir comme il veut, c'est-à-dire lorsqu'il dort, il n'y a pas de problème. Mais au moment où est-ce qu'il est connecté, tout lui revient. Donc ça veut dire que tous les autres joueurs qui le connaissaient se mettaient à proximité de lui et travaillaient pour lui en échange d'une rétrocession qui allait récupérer cette huile, lui donner et lui leur donne un pourboire. Tout simplement parce que s'il ne le faisait pas, il les tue et eux, ils n'ont aucune chance de l'abattre parce qu'il est vraiment trop fort. Et en plus de ça, les deux parties vont perdre des sous. Un véritable baron de l'or noir. Et ça, c'était mon sugar daddy. Autre chose particulière sur le jeu, comme je vous ai montré en début, lorsque vous allez tuer des monstres, certains monstres qui demandent littéralement des années de gameplay avant de pouvoir avoir le stuff minimum et les stats minimum requises pour pouvoir les abattre, certains d'entre eux ne sont faisables qu'en duo, en trio, voire en groupe. Je m'explique. Si tu tues un monstre tout seul, 100% de son loot va te revenir. À savoir que, de base, étant donné que ce jeu est littéralement un casino, si j'ai dépensé $1, je vous donne un exemple, pour tuer un monstre, en termes de coût de mes munitions, il y a de fortes chances en fait que tout ce que je vais récupérer en termes de loot sera l'équivalent à peu près de 80 centimes. Je dépense $1, je récupère 80 centimes, et l'idée c'est d'avoir une bankroll, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de munitions pour tuer suffisamment de monstres pour que l'un d'entre eux puisse te donner, ce que vous avez vu en début de vidéo, un global. C'est-à-dire un monstre en fait qui va te donner littéralement un jackpot. Et ce jackpot va te permettre d'essuyer la majorité des pertes que tu as fait. Donc l'idée du jeu, c'est que normalement tu commences avec un certain bankroll. Je vous donne un exemple, vous avez l'équivalent de 200 ped. Vous allez faire une première sortie où est-ce que vous allez tuer plein de monstres. Vous récupérez tout le stuff, vous le vendez à d'autres joueurs ou tout simplement à la machine de vente.
et vous allez récupérer peut-être 80, 90, voire même moins de ce que vous avez dépensé. Avec cet argent que vous avez récupéré, vous allez refaire une autre chasse, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir tuer moins de monstres, puisque vous n'avez plus 100 peds, mais cette fois-ci 80 peds, et ainsi de suite. L'idée, en fait, c'est de réussir à faire une rotation à chaque fois, avant d'atteindre le 0, et de réussir à faire un global, voire un mini global, pour se remettre à flot. Autant vous dire concrètement que c'est pas gagné, mais surtout en fait dans le jeu, pour pouvoir pallier à ça, il y a énormément de manières de pouvoir optimiser ses armes, optimiser sa manière de chasser pour que la perte soit la plus minime possible et pour chasser ou pour pouvoir crafter le plus longtemps possible jusqu'à avoir un global. Là vous avez compris en fait les bases du jeu. Vous allez me dire une fois que je suis très riche, qu'est-ce que je peux en faire? Ben tout simplement vous pouvez retirer les sous. Revenons sur l'histoire de Pierre. Je me souviens une fois, il m'a dit tiens, viens avec moi, on va aller faire une chasse et tu vas être mon healer. Alors pour le coup, vu que normalement quand tu tues un monstre tout seul, 100% du loot te revient, cette fois-ci nous étions deux puisque moi je suis en train de le heal. Ça veut dire que au prorata de ma participation dans cette chasse, c'est-à-dire le nombre de heals que j'ai fait, j'aurai une petite rétribution. Mais je me souviendrai toute ma vie du fait que on est là, je suis derrière lui, il tue le monstre, je le heal de temps à autre, on enchaîne pendant presque une heure, et vient le jour où est-ce que je vois cette fameuse animation qu'on a vue en début de vidéo, un global. Et là, le chiffre, il était de 6000 peds. 6000 peds, c'est 600 $. Moi, je suis en mode genre, mec, waouh, on vient de looter 600 $. Sur ces 600 $, la majorité, c'était pour lui. Hein. Sur les 600 $, il devait avoir peut-être 3 $ pour moi, puisque je vous ai dit, c'est au prorata de la contribution. Le mec, en fait, il m'explique qu'il était littéralement en train de tirer des balles à 1,50$ chacune, depuis une heure. Comme ça. Boum, 1,50$. Boum, 1,50$. Boum, 1,50$. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en réalité, ça va très vite en fait. Littéralement, en 10 minutes, t'as éclaté un SMIC. Et ces 600 $ qui sont tombés ne l'ont pas fait jaillir de sa chaise. Au contraire, elle m'a dit, bon, ça va rembourser les 15 dernières minutes où est-ce qu'on est en train de chasser. On continue jusqu'à avoir un global un peu plus haut. Et maintenant, parlons un petit peu de qui il est réellement. En tout cas, tout ce que je peux vous dire sans le mettre dans une difficulté. Comment un joueur peut jouer depuis 2003 à ce jeu, dans lequel la courbe de progression est extrêmement lente, dans lequel je peux passer une heure à couper du bois et gagner 0,0003% de mon métier de coupeur de bois. Comment il a fait? Et ce mec, en fait, il a juste un travail en or. Ce n'est pas un gars qui gagne énormément d'argent et qui est capable de réinvestir énormément d'argent dans le jeu et de se mettre bien. Non. Ce mec, en fait, il m'expliquait qu'il était tout simplement un gars qui travaillait à l'accueil d'un hôtel. C'est-à-dire qu'il vit la nuit. Puisque quand tu travailles dans un hôtel, en fait, tu travailles principalement la nuit aussi, surtout si tu es à l'accueil. Et lui, en fait, ses journées commençaient à 11h du soir et il devait terminer quelque chose comme 6h du matin. Sauf qu'entre 11h du soir et 6h du matin, il n'y a pas grand monde, en fait, dans un hôtel. C'est-à-dire qu'il est à l'accueil et toutes les nuits, il y a peut-être dans un tout petit hôtel, évidemment de 2-3 étoiles, grand maximum, il doit y avoir 1, 2, 3... grand maximum 4 personnes qui vont venir à l'accueil, soit pour prendre une chambre, ou soit pour déposer les clés. Grosso modo, le mec, il s'emmerde, il a rien à faire pendant presque 8 heures d'affilée devant un accueil dans lequel il va voir 1 ou 2 personnes, donc il joue en tropia. Et il a fait ça pendant des années. Et l'avantage de jouer la nuit, surtout à ces heures-ci, c'est que du coup, il n'y a plus de compétition au niveau de joueurs européens. Et c'est comme ça que clairement il a pu prendre un sacré avantage. Je lui ai demandé un jour en fait combien il faisait à peu près par mois sur le jeu. Il n'a pas pu me donner le chiffre par mois, mais par contre il a pu me dire par année qu'est-ce qu'il faisait avec son capital. C'est-à-dire que chaque année, il joue au jeu tout simplement pour se payer des vacances. Il a pu me dire en fait qu'il va donc en vacances avec sa femme et son gosse qu'il venait d'avoir à l'époque pour l'équivalent d'à peu près 5000 $. Donc ça veut dire que s'il arrive à faire 5000 $ net juste pour les vacances, et que je vous ai expliqué ce système de bankroll dans lequel tu vas utiliser 1 $ pour récupérer 80 centimes et ensuite faire encore des rotations, ça veut dire que dans ses mains, c'est pas 10, 15 ou 30 000 €, mais largement plus que ça en fait, qu'en réalité qu'il fait sur le jeu, mais qui sont réinvestis. Autre chose qu'on peut faire lorsqu'on est un joueur d'Entropia, c'est qu'on peut tout simplement acheter des deeds, c'est-à-dire des actions de planète. En gros, c'est comme des actions en bourse, où est-ce que tu possèdes 3-4 actions de Coca-Cola et que celle-ci va te verser un dividende. Bah, sur Entropia, c'est la même chose, tu achètes des actions de soit une planète qui possède un autre joueur ou que possède littéralement Mindark, et tous les jours, voire toutes les semaines, ça dépend des actions, tu récupères un dividende en PED. Et ça, techniquement, c'est le late game. L'idée, en fait, c'est tu grindes et tu joues au jeu pendant des années, tu t'organises pour avoir un certain style de jeu, soit tu es un chasseur, soit tu es un crafter, soit tu es
un mineur, soit tu es un sweater, soit tu es tout ce que tu veux. Et derrière, quand tu commences à faire vraiment pas mal de sous, cet argent, tu le remets dans des actions et même si tu as arrêté de jouer au jeu, tu continues à toucher tes dividendes. En ce qui me concerne, en fait, j'y ai joué pendant pratiquement 2 mois. Avant de lâcher l'affaire et de retourner faire du stream. Mais j'oublierai jamais en fait cette aventure sur ce jeu. Les mois et les semaines que j'ai passé dessus à essayer de comprendre le système, à essayer de littéralement ne pas perdre de thunes, puisque concrètement, je tenais littéralement sur ce que me donnait mon sugar daddy, que ça soit les hélicoptères, que ça soit le pétrole pour pouvoir me déplacer, que ça soit les mines d'essence, enfin bref, le mec il m'a vraiment donné énormément de choses. Alors, avec le temps, je me suis rendu compte surtout qu'il m'avait rien donné de très précieux, mais suffisamment pour que je puisse m'amuser sur le jeu et pour que je ne puisse pas décrocher. Je suis retourné sur Entropia Universe il n'y a pas si longtemps, ça fait à peu près une semaine que je suis dessus, juste pour voir un petit peu comment ça se passait. Et je peux vous montrer en fait quels sont au niveau de mes stats ce que j'ai réussi à réaliser, puisque j'ai aussi eu des globales, sauf que mes globales n'étaient pas des Hall of Fame, c'est-à-dire que tu rentres pas dans le record historique du jeu, mais plutôt proportionnel finalement à mon stuff et à mon niveau. Puisque finalement, si tu es un très petit joueur, ah ben, un global pour toi, ça peut être 5$ comme 30$, alors qu'un joueur comme lui, un vrai global, c'est pas 600, mais c'est plus de l'ordre de 7, 8, 9. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a des records à plus de 42 000 €. En tout cas, c'était ma petite histoire sur Entropia Universe, un jeu qui, de par sa gestion et l'intérêt de pouvoir réussir à échanger son temps d'amusement contre des sous, même si le jeu en lui-même est très vieux et que le gameplay n'est pas plus excitant que ça, a été la première chose qui m'a mis face au fait que j'aime les jeux vidéo mais j'aime les sous. Pourquoi ne pas faire les deux en même temps? Pourquoi ne pas jouer à un jeu sur lequel je peux quand même me faire un peu de sous sur le côté? Vous avez vu sur ma chaîne YouTube, ça fait très longtemps, maintenant quasiment 3 ans, que je suis passé par plusieurs formats, que ça soit des jeux play to earn avec la crypto, ou encore des applications par lesquelles il me suffit simplement de marcher pour pouvoir récupérer des sous, ou encore comme maintenant sur Atlas Earth, qui est un jeu que j'affectionne particulièrement et qui me rappelle un petit peu Entropia, mais en beaucoup plus simple. Foncièrement, à la suite de cette aventure sur Entropia Universe, ça m'a pris littéralement à peu près 3-4 ans pour vraiment m'intéresser à la finance, pour commencer à investir, pour commencer à acheter des actions, faire du cord lending, faire du trading, faire ce genre de choses. Beaucoup de choses que je vous montre pas en vidéo parce que soit je me sens pas suffisamment légitime, ou tout simplement parce que ça ne va pas vous satisfaire. Et pour arriver à la finalité d'aujourd'hui, qui est ma reconversion dans la finance, sachant que comme vous le savez pour certains d'entre vous, je suis de nouveau étudiant. Et d'ailleurs, en fait, j'ai déjà réussi mon année. Donc je peux pas vous montrer le diplôme parce que je l'ai pas encore récupéré. Et il me reste maintenant 2 autres années d'études pour le Master 1 et le Master 2. C'était Razios avec Entropia Universe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je referai une autre vidéo sous d'autres anecdotes si ce genre de choses vous intéresse, parce que pour le coup j'en ai plein, et pas seulement dans le jeu vidéo, même des anecdotes réelles, mais pourquoi pas changer un peu, histoire que on puisse se connaître un petit peu plus intimement vous et moi. Bref, c'était Razios, je te dis à la prochaine, et prenez soin de vous.